J'invite Vanessa à nouveau à prendre la parole sur, puisqu'on a parlé de social, sur la question plus économique des fermes aujourd'hui. Merci Vanessa. Donc, je vais tout de suite rebondir sur ce que Thomas vient de dire, en fait, avec un des très anciens documents qui représente l'agriculture, en fait, donc de moins 1300 avant Jésus-Christ. Je démarre avec ça pour dire que c'est vraiment la base, en fait, de la société actuelle, même si on est moins de 1% de la population. Donc, il y a vraiment eu un gros déséquilibre au niveau de la profession. Donc, rien qu'en 1856, en jaune, vous voyez la part en fait, des emplois dans le secteur agricole, donc qui est majoritaire quasiment, par rapport à maintenant. Donc, ça veut dire, on sait que l'agriculteur fait intervenir 4 emplois quasiment avec l'amont et l'aval. Donc, ces 4 emplois sont repris ici. Donc, depuis 1910, évidemment, on en a perdu énormément. Donc, petit constat sur la Belgique. Donc, c'est plus sévère, plus on a perdu d'agriculteurs. Donc, vous voyez le nombre. Hein. Pardon, oui. Plus c'est clair, plus on en a perdu. Donc, on arrive... Bruxelles, évidemment, on n'a pas de données, mais Martin peut très bien nous renseigner. Donc, les zones où on a une densité, en fait, dans les villes, on concentre évidemment la perte de l'agriculture. Alors, oui, pardon. Le petit chiffre qui s'est affiché en bas, 35 917, c'est le nombre d'agriculteurs fin 2017. Et le nombre de tracteurs, 189 938. Donc, on s'est fortement mécanisé au détriment de l'emploi dans le secteur agricole. Qui dit emploi, dit aussi contact et présence sur les fermes. Donc, les agriculteurs, maintenant, ne sont quasiment plus qu'à 1,6 temps plein sur la ferme. Donc, on n'est même plus une famille, en fait, sur l'exploitation. Alors, l'âge des exploitations, donc on en a déjà parlé des exploitants, dans les présentations précédentes. La Belgique qui est un mauvais élève, parce qu'on est seulement à 6% de jeunes, donc la moyenne européenne est 5%. Non, pardon, oui. On est... Oui, c'est 7, il y a 1% de différence, donc 7% au niveau de l'Europe et 6% pour la Belgique. Et au niveau des successeurs, donc si on reprend ceux qui ne savent pas et ceux qui n'ont pas de successeurs confirmés, on arrive à 79%, presque 80% des agriculteurs qui ne savent pas l'avenir de leur ferme. Donc on voit vraiment que le complexe, la situation en fait, socio-économique des fermes est compliquée. De fait de la rentabilité, beaucoup de parents souhaitent à leurs enfants de ne pas reprendre la ferme, ce qui est plutôt malheureux parce que le métier, c'est quand même une passion. Et donc, en arriver là, c'est vraiment à se poser des grandes questions. Par contre, on voit quand même qu'il y a une évolution, notamment avec l'évolution du secteur agricole bio. Donc, dans le secteur agricole, on voit que les femmes s'impliquent de plus en plus, avec la Lituanie et Lettonie qui sont en tête. Et l'âge, on voit une différence entre le secteur conventionnel, où on a 44% qui ont moins de 55 ans, tandis que si on prend que le secteur bio, on arrive à 66%. Donc on voit que l'agriculture biologique ouvre davantage de portes justement aux néo-ruraux, donc à ceux qui s'invitent et s'impliquent dans le secteur agricole en dehors des villes. Donc au niveau agricole, il faut savoir... Donc, que la Belgique, en fait, si on reprend ce que vous avez vu en en quatrième, cinquième primaire, avec les courbes et l'équateur et les différentes zones tempérées. Donc, nous, on a la chance d'être vraiment dans un climat qui nous permet de cultiver, ce qui n'est pas le cas partout au niveau du monde, de la planète. Vous voyez, en jaune, c'est les terres, donc en millions d'hectares, cultivables. Donc il y a encore plein d'autres terres, mais qui malheureusement ne sont pas cultivables. Donc il faut vraiment, chaque hectare, chaque mètre carré qu'on grignote ici pour construire une maison ou faire une belle pelouse, c'est une production agricole qu'on perd. D'accord ? Si on voit un terrain de foot, etc., ou un nouveau zoning, c'est à chaque fois la superficie agricole du monde qui est impactée.
Au niveau de la production, donc ça c'est les prix payés aux producteurs, et en rouge, les prix à la consommation. Donc on voit que nous, en tant qu'agriculteurs, on est soumis à des grandes fluctuations, tandis que le consommateur, lui, continue toujours à payer plus. Okay. Alors, par rapport à ça, l'agriculture est soumise aussi à des fortes contraintes. Donc, le CETA, l'accord avec le Canada. Donc, il y a des mobilisations qui sont... Donc ça, c'était, je crois, il y a 2 ans en France, où ils ont intercepté des camions. Donc, certains camions français ont la prime à l'exportation pour venir en Belgique et se est juste transité 10 km plus loin à la frontière en ayant une prime d'exportation belge. Donc, c'était aussi pour dénoncer donc une action Confédération Paysanne et FUGEA et MAP. Donc, en plus de ça, on est soumis évidemment à l'évolution des crises sanitaires. Donc, on a eu fipronil, on a la peste porcine africaine, on a la langue bleue, d'accord, qui provoque vraiment de gros chamboulements. Et malgré ça, donc, on essaye de bien faire notre boulot, de s'investir, de produire correctement. Et on sait que pour capter du carbone, il faut de l'élevage. On est dans des régions ici où les terres ne nous permettent pas de faire beaucoup. Donc on doit accepter le lundi sans viande et dernièrement le jeudi végé. D'accord ? Donc voilà, ça montre vraiment que on a beau être qu'1% de la population en tant qu'agriculteur, un peu moins, les végans sont un peu plus que 1%, mais on a de nombreux citoyens qui sont derrière nous et c'est pour ça qu'il faut garder votre implication sociale. Donc c'est pour ça que j'ai répondu positivement quand Thibaut a demandé pour voir si je participais ou pas au débat aujourd'hui. Il faut sortir de nos fermes et il faut montrer qu'on est présent et qu'on veut s'impliquer, qu'on veut faire les choses correctement, qu'on est ouvert aux changements, aux innovations. Rien que hier soir, quand je préparais le PowerPoint, je regardais un peu sur Facebook, je vois un agriculteur à Enneil qui se plaignait parce qu'il a... Enfin, c'est ce matin même que j'ai vu ça. Il a épandu du lisier et 2 chalets de campagne. La femme sort après le 2e tonneau. Oui, mais vous faites quoi? Moi, je quitte Anvers pour avoir l'air frais de la campagne. Ben oui, mais... Et du coup, l'agriculteur a répondu, oui, d'accord, vous quittez Anvers, mais là-bas, vous avez les gaz d'échappement. Ici, à la campagne, il faut accepter aussi les désagréments. Voilà. Donc, vous pouvez vous impliquer via des mouvements tels que Terre en Vue, etc. Agroécologie in Action est vraiment un mouvement qui prend de l'ampleur et qui permet vraiment de renouer entre agriculteurs et citoyens. S'impliquer dans les réseaux de commercialisation comme Carrefour Paysan, Paysans Artisans, Agricovert. D'autres vont être mis en place ici sur la région de Rochefort, Marche. Ou accepter aussi les brigades d'action paysanne, donc des jeunes volontaires qui viennent faire une journée d'action dans une ferme, d'aide pour remonter une serre après un grand coup de vent, etc. Ou d'autres, de journées clôture, journées taille. Enfin, voilà, ça peut vraiment vous ouvrir au niveau de la ferme, etc. Voilà. Et j'invite à se faire Didier Hérin pour nous faire part de son témoignage. Voilà, bonjour à tous. Donc, je vais faire un petit historique de mon exploitation. Donc, j'ai repris l'exploitation de mes parents avec mon épouse en 1986. Et là, c'était une exploitation où mon père avait arrêté la traite en 83, donc il n'y avait plus de quotas. Enfin, il n'y avait pas encore les quotas, mais quand on a instauré les quotas, on n'a pas eu de quotas naturellement. Donc, on a dû, à cette époque-là, créer notre propre quota en faisant de la vente directe, avec la fabrication du beurre et du fromage blanc. Donc, nous avons fait ça pendant 12 ans. Et entre-temps, dans les années 92, on a acheté un camion frigo, comptoir, et on faisait du commerce de porte-à-porte pour vendre notre produit et d'autres produits. Bon, ce camion nous a engendré beaucoup de succès à l'époque, avec 650 clients à faire par semaine. Donc c'était une charge de travail entre la traite et les blancs-bleus, je vais dire, à l'époque, et les enfants qui étaient arrivés, le camion, le nettoyage et tout ça. Une charge de travail très élevée. Donc en 98, on s'est vraiment posé la question, mais il nous restait 2 heures le dimanche après-midi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer notre exploitation?
en sachant qu'on avait une exploitation qui est située ici à 8 km de Rochefort, entre la limite Famerne-Ardennes, sur du schiste. Donc c'est à 95% herbagé. Et on s'est dit, voilà, on va changer complètement l'exploitation. Donc on a tout revendu, aussi bien les laitières que les blancs-bleus. Et on a acheté le camion, on a tout revendu. Et on a acheté un troupeau de 65 salers. Bon, je ne vais pas vous expliquer la salers, hein, je crois que Vinciane l'a bien fait tout à l'heure. Et donc ça m'a permis, moi, à l'époque, parce que je me suis retrouvé avec beaucoup moins de travail, naturellement, de développer un commerce de compléments alimentaires pour les animaux, à base de phytothérapie, aromathérapie, homéopathie. Donc à l'heure actuelle, de toute façon, je traite au maximum mes animaux avec des produits naturels. Bon, je reviendrai un peu là-dessus après. Donc pendant 10 ans, voilà, la vie s'est passée comme ça avec le troupeau de Salers. Et puis en 2008, notre fils est revenu sur l'exploitation. Il a repris une partie de l'exploitation. Mais bon, voilà, on s'est dit, il faut redévelopper, je vais dire, quelque chose, parce qu'il fallait payer un salaire en plus. Donc lui a eu l'idée de faire les cours, il était de formation agricole, et il a eu l'idée de faire les cours de boucher charcutier en cours du soir. Et donc il a eu son diplôme en 2011. À l'époque, on a reconstruit un bâtiment en dehors du village pour commencer l'élevage du porc, parce qu'une boucherie sans cochon, c'est pas facile, hein, pour les charcuteries et tout ça. Et on a construit cette étape en 2011. On a commencé à avoir nos premiers porcs. Et on a ouvert la boucherie en décembre 2013 dans notre petit village. Voilà. Après, en 2015, on s'est lancé un peu dans le mouton. On a une trentaine de brebis de race. Oui, le cochon, je dois vous dire, il y a 50% minimum de sang du roc. Pourquoi? Parce qu'on cherche toujours de la viande avec une qualité gustative pour se démarquer dans notre boucherie par rapport à une boucherie classique avec le blanc-bleu. Et donc en 2015, on s'est lancé dans l'élevage de moutons avec une race qui provient pas très loin de la Salers, du Puy-en-Velay, la noire du Velay. Donc il y a une race avec beaucoup de persil aussi, beaucoup de goût. Et dernièrement, donc c'est-à-dire l'an passé, alors on a complètement changé, mais je vais vous expliquer un peu pourquoi. On n'a pas changé la ferme, mais on a développé une action touristique, qui est le glamping à la ferme. Alors là, on travaille avec une firme qui s'occupe des réservations et tout ça. Et on s'est dit, mais pourquoi pas essayer d'amener, ça s'appelle un lit au pré, pourquoi pas essayer d'amener ces gens de la ville chez nous pour leur expliquer notre manière de travailler, leur faire goûter nos produits, parce que dans le contrat qu'on a avec la firme, on doit faire des visites de ferme à chaque séjour, on doit occuper les enfants, on doit apprendre par exemple aux gens comment refaire un potager, tout simplement. Et voilà, je trouvais ça très enrichissant, sans parler du point de vue économique, naturellement. Hein, donc. Bon, alors pour revenir à ma transition en 98, qui était quand même très brusque, puisque je ne l'ai pas fait progressivement, hein, j'ai tout vendu et j'ai acheté des Salers. Et à l'époque, je suis passé en agriculture biologique et j'ai commencé les mesures environnementales. À cette époque-là, avec Didier Vieuxtemps, je pense qu'il y en a plusieurs qui le connaissent ici. Voilà, au niveau des freins que j'ai rencontrés, c'était principalement, je vais dire, la banque à l'époque, parce que bon, voilà, j'avais encore des charges d'emprunt assez élevées. Et là, j'ai trouvé un arrangement en revendant mon quota. J'ai remboursé une partie de mes prêts. Donc la banque a été d'accord pour finir, voilà. Et puis alors, il y avait l'aspect familial, hein, parce que bon, mon père étant 43 ans plus âgé que moi, à l'époque, passer en bio, pour lui, c'était... il se demandait ce qui m'arrivait, quoi. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des échanges assez chauds. Enfin, je vais dire, au résultat de la situation, après quelques mois, je m'en rappellerai toujours, il est venu avec un prospectus ou un journal, un magazine, je crois,
dans un journal agricole où il marquait que voilà, les bienfaits du bio. Et à l'époque, je peux vous dire que c'était rare de voir un article sur le bienfait du bio. Donc ça, c'était en 98. Hein, donc. Et alors, il y avait aussi le regard des autres agriculteurs. Ce n'est pas toujours facile parce que j'étais un peu dans les premiers, je vais dire, et j'ai entendu de tout sur notre exploitation à l'époque, hein, qu'on vendait des bonnes bêtes pour acheter des rosses, hein, comme on sait, que j'allais faire faillite, enfin, ceci, cela. Les avantages, par contre, c'était une vie, je vais dire, beaucoup plus sociale, beaucoup plus familiale avec mes enfants et tout ça. Je pouvais me libérer du temps beaucoup plus. Ça, c'était un avantage pour moi primordial. Et je me disais, voilà, en continuant le système d'agriculture conventionnelle, qu'est-ce que j'allais à l'avenir donner à manger à mes enfants avec des produits chimiques, avec voilà, et tout ce qu'on sait à l'heure actuelle. On sait que l'agro-industrie et l'agrophytopharmacie sont liées. Hein. Excusez-moi l'expression, mais plus au fait de manger de la merde aux gens, plus souvent des médicaments derrière. C'est pas pour rien que la norme sur le diabète de type 2 baisse depuis des années pour qu'on continue à avoir du glucophage. Hein. Voilà. C'était à 220, maintenant c'est à 160, donc ça prouve bien ça. Quoi. Voilà, je ne sais pas... Merci Didier. Je préciserai que tu as aussi gagné le concours Quelle est belle ma prairie en 2017. Ouais, voilà. Et on n'a pas oublié une phrase que tu as dit à l'époque. Moi, je produis des vaches à l'herbe. Moi, je produis de la viande végétarienne. Voilà, ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. Tu veux rajouter quelque chose sur l'économie ? Est-ce que tu vis aussi bien qu'il y a 20 ans, économiquement, la transition ? Oui, franchement, au niveau... Naturellement, j'avais fait tous mes calculs, hein, parce qu'il fallait quand même que je prouve à mon père que la ferme allait encore être rentable à l'époque. Quoi, donc, et oui, je m'étais rendu compte que, naturellement, par les aides, au niveau bio et tout ça, ça compensait, je vais dire, un peu le manque, enfin, le prix moins élevé qu'on vendait les animaux par rapport à de la blanc-bleu ou la rentrée, je vais dire, mensuelle du lait. Hein, donc voilà, ça compensait tout ça. En sachant qu'il y avait beaucoup moins de dépenses. Au niveau frais vétérinaires, il n'y avait plus rien. Bon, il n'y avait plus d'achat d'engrais. Je travaillais avec les effluents de ma propre exploitation, en compostage et tout ça. Donc, mis tout ça dans l'autre, je pense qu'au début, j'étais même mieux qu'avant. Moins d'emprunts à rembourser, comme je vous ai dit, parce que j'avais vendu mon quota, j'avais remboursé une partie de mes emprunts. Donc voilà, j'avais super calculé ça, et ça a bien marché, parce que je suis toujours là et que je survis toujours. Et que ton fils a repris la ferme avec toi. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'on a à nouveau une vie un peu de fou, mais la différence, c'est qu'on est 4 et plus 2, quoi. Voilà, donc ça change quand même. Merci beaucoup Didier pour ce témoignage poignant. Merci aussi.